Bonsoir amis supporters lensois, la bienvenue à toutes et à tous dans Culture 100 et or, épisode numéro 7. Alors c'est un menu bien chargé qui nous attend aujourd'hui au lendemain de ce derby. Et qu'est-ce qu'on va évoquer? Eh bien forcément l'écrasante victoire du Racing Club de Lens. Oui, je me suis pas trompé, vous allez voir. Bien entendu, on va aussi se projeter sur le sportif, le prochain match avec la réception de Nantes, ce sera dimanche. Il y aura des débats, le fameux quiz de la passion, les couleurs 100 et or. Et bien sûr, cette émission sans ces invités n'existerait pas. On va tout de suite entamer notre tour de table. À tout seigneur, tout honneur, il est le président de la fédération Lens United. Bonsoir Norman Noisette. Bonsoir Sylvain. Et puis on va continuer, elle est authentique, on la connaît aussi pour son franc-parler, j'ai bien dit elle, oui. C'est une femme, la première invitée de l'émission. Bonsoir Muriel. Bonsoir Sylvain. De la section Muriel. Lui, il m'a fait saigner les oreilles hier soir. À 4 reprises, il a crié des buts sur RTL. Je le déteste aujourd'hui. Bonsoir à lui, Samuel Duhamel. Salut Sylvain, bonsoir à tous. Et puis, c'est un pur Lensois. Il est né à Lens, il a porté le maillot du Racing Club de Lens. C'est le fils d'une légende. C'est aussi lui une légende après avoir gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Bonsoir, Chérif Oudjani. Bonsoir Sylvain. Et voilà, c'est la fin du générique. Il est l'heure maintenant. C'est le coup d'envoi. L'arbitre va siffler. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on entame ce match avec ce derby sur lequel on revient et on va parler de quelque chose qui me fait kiffer dans ce sport. C'est la passion. Et hier, le derby, le derby des supporters a été remporté par les Lensois avec cette très belle victoire en dehors du terrain. Très belle victoire en dehors du terrain des supporters lensois. On a vu les images qui ont fait le tour sur les réseaux sociaux. On va commenter tout ça et on va demander l'avis de Norman forcément. Les supporters, les fumigènes, les couleurs 100 heures, c'est juste extraordinaire. Il n'y a qu'à Lens qu'on peut voir ça. C'est exceptionnel. Alors après, c'est rassurant parce que même avec le stade fermé, même sur la possibilité de se retrouver chaque week-end, que ce soit en ville ou en déplacement ou au stade, on voit que la passion est toujours là. Les gens attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se retrouver, de vibrer autour de cette équipe. En plus, sportivement, ça se passe bien depuis le début de saison, hein. Les résultats sont largement au-deçà de ce qu'on pouvait espérer. Donc ça fait plaisir de voir toute cette mobilisation hier. On est quand même un dimanche, en fin d'après-midi. Venir juste pour voir 3 minutes des joueurs qui sortent de l'hôtel et monter dans le bus. Et puis alors, ce cortège tout le long avec les ponts qui ont été pris par les supporters lensois jusqu'au bord de l'île. Non, c'est une vraie fierté, oui, une vraie fierté. Muriel, ça montre que le football manque à Lens pour les supporters. Ah bah oui, c'est une pièce maîtresse, c'est une religion. À Lens, le football c'est une religion. Et donc forcément il faut y aller, il faut montrer ses couleurs, il faut tout donner même. Et là c'était un match plus qu'important pour les supporters, sportivement aussi, mais pour les supporters il y a un affectif. Et c'est tout ce qui est ressorti à travers ce cortège qui a pu accompagner le bus. Bah oui, naturellement. Bah, c'est Lens. C'est Lens, effectivement. Ça, alors toi Sam, tu as pu peut-être constater ça avant le match, tu as aussi eu l'ambiance pendant le match. Bah, l'ambiance pendant le match elle était assez neutre, hein, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que j'ai été stupéfait, ébahi par cette vidéo de 5 minutes 30. Et puis surtout, ce qui m'a fait complètement débloquer, c'est le feu d'artifice à la fin. Quand ils arrivent sur l'autoroute, il y a carrément un feu d'artifice. On se dit, mais quel club de fou! Et malheureusement, c'est vrai que les joueurs n'ont pas été, on va dire, dans la lignée de ce qu'ont produit les supporters. Mais rien que pour ça, voilà, c'est un club qui reste extrêmement attachant. Ah, voilà. Alors ça c'était vraiment le gros point positif. Et puis il y a eu ce match, défaite malheureusement 4-0. Je vais me tourner vers Chérif maintenant. Dans l'analyse, est-ce que c'est notre adversaire qui a été beaucoup plus fort ou est-ce que c'est Lens qui est passé à côté de son match? Bon, c'est dommage qu'il y ait eu cette défaite, surtout avec ce score assez lourd. Mais bon, après, bien sûr, c'est le contexte, l'émotion. C'est un derby, mais bon, après tout, ce n'est que 3 points c'est un match à 3 points. Après, pour la symbolique, c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir un meilleur résultat. Mais après, il ne faut pas rester aussi focalisé sur ça et regarder aussi le bon début de saison qu'il y a eu à Lens et où ils ont été très bons, où ils ont été très intéressants sur les matchs que j'ai vus
ici contre Bordeaux, Saint-Etienne, avec de l'envie, avec de l'agressivité, avec du pressing. Bon, maintenant, on espère que c'est juste qu'un accident. Ouais, on imagine que le lundi matin a dû être compliqué pour beaucoup de gens qui ont des supporters du LOSC dans leur collègue de travail. Norman, je pense que ça t'arrive, ça a dû être dur. C'est difficile parce que forcément, on a beaucoup de supporters lillois dans notre entourage, dans notre métier, et on les a un peu chambrés en début de semaine parce qu'effectivement, on savait que la ferveur populaire était plutôt de notre côté. Ah oui. On était assez fiers des différentes banderoles qui ont pu fleurir un peu partout dans la région. Et puis là, c'est un peu la douche froide. Et c'est vrai qu'on est parti pour au minimum 6-7 mois à faire profil bas, jusqu'au match retour. Alors Sam, sur ce match, quelle analyse tu en retires, toi qui as pu voir les 90 minutes en étant au stade, comment tu as apprécié la qualité des deux équipes sur le terrain et cette différence qui se matérialise très fortement au niveau du résultat? Il y avait clairement une classe d'écart, il y avait un niveau d'écart entre les deux formations. Après, comme on en discutait tout à l'heure avec Norman, j'ai trouvé que les Lillois n'avaient pas forcé leur talent. C'est-à-dire que ce qui a fait la force du RC Lens depuis le début de saison, voilà, c'est un engagement très fort, un jeu direct, un contre-pressing. Et ce sont des ingrédients qu'on n'a pas véritablement vus. Donc il suffit de prendre les deux premiers buts. Je ne vais pas dire que ce sont des buts qui sont donnés à l'adversaire, mais le premier but, on reparle de ces 3 duels aériens qui sont perdus coup sur coup dans la surface de réparation, ça fait quand même beaucoup. Il y a également ce deuxième but où là c'est complètement opération porte ouverte dans la surface de réparation avec Bamba qui se retrouve absolument seul, mais ce sont des actions qu'on voit rarement en Ligue 1 avec un joueur qui est absolument seul à 5 mètres du but et plus les 2 cartons rouges. Donc en fait si vous voulez, j'ai eu l'impression, j'espérais un derby serré. Alors pour ne rien vous cacher, j'espérais aussi une victoire lensoise, mais faute de ne pas avoir eu de victoire lensoise, j'espérais un combat. Et j'ai pas eu ce combat. C'est-à-dire que j'ai eu un LOSC qui, avec ses qualités qui sont très, très importantes à dérouler, et j'ai eu des Lensois qui n'étaient pas à la hauteur, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et voilà, ça me laisse un goût de trop peu. Alors, est-ce que justement Lens a été en dessous de son niveau ou est-ce que c'est l'adversaire qui les a obligés à être en dessous de leur niveau? Muriel? Pour moi, c'est l'adversaire qui les a obligés d'être en dessous de son niveau. Pourtant, je sais que j'aime pas Lille, mais ils étaient vraiment plus forts. Ah, c'est on voit que ça joue la Champions League, on voit qu'il y a un niveau au-dessus. C'est la différence entre un club qui joue la Champions League et un qui monte de Ligue 2, malgré les valeurs sur le terrain. J'ai des boules en disant ça, mais franchement... Et je me permets juste de rebondir sur ce que tu dis, Muriel. Pour moi, il n'y a pas de débat sur le fait que Lille aujourd'hui est une meilleure équipe que Lens, que voilà, c'est un club qui est plus structuré, etc. Mais en fait, c'est justement pour ça que moi j'attendais les Lensois dans l'agressivité, dans le combat, dans l'envie. Surtout que c'était un derby, ça fait 5 ans et demi que les supporters lensois attendaient ça. Donc, si vous voulez, au-delà du fait de perdre, c'est la manière dont Lens a perdu qui m'a déçu, plus que la défaite. Il n'y a pas de souci, perdre à Lille, ça n'a rien de déshonorant. Tout le monde perd à Lille. Donc moi, ça ne me pose pas de souci. Ce qui m'ennuie, c'est la manière dont ils ont perdu. Moi, je suis partagé parce que je pense que d'un point de vue, il y a une partie sur laquelle on a été largement dominé, c'est d'un point de vue tactique. Ce qui faisait plutôt notre force habituellement, même dans les derniers matchs où les équipes commencent à connaître notre système de jeu. On a vu contre Paris, avec 20% de ballons seulement, on a su les maîtriser par le travail défensif, par l'abnégation des joueurs sur le terrain. Là, on n'a pas vu ça du tout. On a été complètement dépassé dans tous les compartiments du jeu. Et tactiquement, on voit bien que Kakuta, dès les premières minutes, dès qu'il avait le ballon, il avait 2 voire 3 Lillois qui étaient vraiment en pression sur lui. Ils l'ont complètement bloqué. Et on voit qu'un point très important aussi d'écart entre les deux clubs, c'est le banc. C'est qu'à un moment donné, à Lens, on a un 11 titulaire qui est très correct, qui tient bien la route et qui devra assurer le maintien sans trop de difficultés. En revanche, dès qu'il manque un élément, on a bien vu, Ganago remplacé par Jean, ça ne fait pas du tout le même niveau sur le terrain. Et Medina absent derrière, ça fait un trou derrière énorme. C'est-à-dire qu'on a vu des errements dans la défense lensoise qu'on n'avait pas vu sur les premiers matchs. Et ça, c'est assez inquiétant parce que le banc est très, très limité à Lens. Alors justement, ce qui fait la force d'une équipe de foot, c'est son collectif. Mais aujourd'hui, est-ce que le RC Lens n'est pas dépendant de ses individualités? Effectivement, Medina n'est pas là, recrue star, on va dire, de l'été. On voit que ça pose des soucis. Ganago, recrue star également de l'été. On voit que ça pose des soucis. Chérif, quel est ton avis là-dessus? Après, c'est aussi la rançon de la gloire. Donc
avec le bon début de saison de Lens, Lille les a pris très très au sérieux. Ils ont fait le match qu'il fallait pour les mettre en difficulté. Et c'est vrai, pour en revenir à ce que tu disais, sur ce match-là par rapport au match précédent, on avait un peu une équipe moins compacte, où c'était, les lignes étaient tirées sur la longueur, ce qui a permis à Lille, avec des passes qui cassent les lignes, de les mettre en difficulté, alors que comme un match contre Paris Saint-Germain, où ils sont toujours restés tout du long, toujours bien compacts, ça a été plus difficile pour eux. Mais après, ils avaient pris le premier but assez tôt, donc à un moment donné, ils n'allaient pas rester mettre le bus devant le but en le perdant 15-0. Donc à un moment donné, c'est ce qui fait aussi que le fait d'être moins compact, ça a permis aux Lillois de trouver des solutions. Et voilà, en parlant de solidité défensive aussi, je pense que la défense à 3, pour la première fois, a véritablement souffert hier contre Lille. C'est ce qu'on disait, hein, donc j'ai parlé des 2 premiers buts, mais même si on prend les 2 buts suivants, on a une défense qui est dépassée par la vitesse des attaquants lillois. Alexander Radovanovic, c'est un joueur que j'adore, il est vraiment apprécié ici à Lens, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas joué un match à un niveau de compétition et encore plus en Ligue 1. Donc je pense que c'est pareil, c'est un joueur qui a besoin de jouer assez régulièrement pour être dans une forme de rythme. Et là, quand tu manges Luis Araujo et Jonathan Bamba, c'est pas forcément un début facile. Et puis même Joe Grady qui fait un excellent début de saison, il a été en difficulté pendant une bonne partie du match. La satisfaction derrière, c'était, je vais te laisser parler Norman, mais c'était Loïc Badet. Oui, Badet. Alors pour moi, c'est vraiment le point positif du match d'hier, c'est la confirmation de Badet en taille patron, malgré son jeune âge. C'est le seul qui a été à peu près correct sur la défense, qui récupérait les ballons, qui faisait le boulot derrière, qui était très calme dans la relance, toujours lucide dans la relance. Et pour moi, ça c'est quand même un bon point, parce que dans un match où l'équipe prend l'eau, il y a quand même quelques joueurs qui sortent la tête de l'eau, notamment Badet, pour moi, qui a fait à peu près son match. Mais pour revenir à Rado, on avait déjà identifié l'année dernière la lourdeur de la défense lensoise. Quand c'était Rado, Fortes, la vitesse, c'est pas leur point fort. Et on l'a vu hier, hein. Lille, ça allait très très vite devant. En 2-3 passes, ça arrivait dans le but. Et Rado était dépassé, et les autres également. Hein. Gradit fait 2 fautes grossières qui lui valent ses 2 jaunes. Il n'y a pas de débat sur le carton rouge, il dit. Mais du coup, c'est vrai que le match n'est plus du tout le même par la suite. Et on se retrouve par les vagues. Un point qu'on peut saluer aussi, c'est la volonté de Francaise de continuer dans sa philosophie de jeu, d'attaquer, parce que même à 10 contre 11, en perdant 2-0, il fait sortir Cahuzac pour faire rentrer Mauricio. C'est-à-dire qu'il laisse quand même la possibilité d'aller jouer l'attaque et d'essayer d'aller chercher quelque chose. Donc je pense que ça déséquilibre encore plus l'équipe et on se retrouve encore plus noyé, mais dans sa philosophie de jeu, en tout cas, il reste fidèle à lui-même sur le fait de rester à l'attaque. Philosophie de jeu, mais aussi philosophie du club. Le Racing Club de Lens a toujours joué vers l'avant. Oui. Historiquement, c'est l'ADN du club. Donc à un moment donné, c'est Lens à la limite, ils vont préférer quelque part perdre en ayant tout donné, un petit peu à l'anglaise. Même on fonce, on rentre dedans et voilà, si ça gagne, c'est bien. Mais à la limite, le fait d'être passif, le fait d'être un peu calculateur et tout, c'est pas dans l'ADN du club. Donc les gens, le public va moins aimer ça, même si à la limite ça va gagner, on va être content, mais il y aura comme un goût d'inachevé. Donc le Lens, c'est vraiment aller, si on peut employer cet adjectif, aller vers l'avant et rentrer dans l'adversaire. Voilà. Tout donner. Un petit mot sur l'arbitrage, parce qu'il y a des choses qui vont peser lourd. 2 cartons rouges, ça veut dire 2 joueurs suspendus pour le prochain match. Tout à l'heure, Norman, tu parlais de profondeur de banc un peu réduite. Et ben là, on perd encore 2 joueurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de monsieur l'arbitre sur cette rencontre? Monsieur Texier, moi j'ai trouvé que les 2 cartons rouges étaient logiques. Alors après, mes collègues à Paris semblaient dire qu'au moins pour le carton rouge de Clément Michelin, ça manquait un petit peu de psychologie. Il aurait pu l'oranger peut-être. Voilà, le jaune orangé passait peut-être davantage, mais voilà. Bon... clairement, les joueurs lensois ont été poussés à la faute. Donc pour moi, les cartons rouges étaient quand même relativement logiques. Surtout que le fait d'être expulsé directement, c'est souvent 2 matchs déjà minimum. Oui. C'est pas un match. Je pense que Grady aura sûrement un match. Mais tandis que là, Michelin, le fait d'être expulsé directement, le plus souvent, c'est 2 matchs. Et puis maintenant, il va y avoir une question, c'est comment se remettre d'une telle défaite? Le début de saison était bon, mais là, c'est quand même une claque face en plus à un adversaire qu'on aime battre.
Alors Chérif, dans les têtes, comment ça va se passer cette semaine à l'entraînement? Ça va être très très dur, mais c'est là justement qu'il faut passer ce cap-là. Voilà, c'est terminé. Maintenant, il y a Nantes qui arrive et d'essayer de remettre les pendules à l'heure. Donc, il n'y a pas 36 solutions. C'est un peu peut-être méthode de Coué, mais il y a deux choses. Vous vous laissez abattre et vous rentrez dans une spirale négative parce que bon, vous avez eu un mauvais résultat, ça enchaîne un deuxième, après peut-être un troisième, et après ça fait l'effet boule de neige, mais en négatif. Ou bien vous remettez les pendules à l'heure. Voilà, c'est l'accident. On a manqué notre match, l'adversaire était meilleur. On s'est retrouvé à 11 contre 9. Et là, maintenant, ça passe par un bon résultat, une victoire contre Nantes et confirmer les prestations à Bollaert. Muriel, est-ce que tu partages cet avis? Est-ce qu'on doit aller sur la thèse de l'accident? Et la thèse de l'accident, ouais, si on veut. Mais enfin, il faut une victoire dimanche, impérativement. Il faut relever la tête. Puis voilà, je pense qu'ils vont le faire. Enfin, Nantes, c'est quand même un adversaire coriace. Et moi, je pense Nantes ne réussit pas tellement. Hein. Historiquement, c'est vrai. Ouais. On va parler de cette équipe de Nantes tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. On va analyser un peu cet adversaire. Impérativement. Allez, donc remettre les pendules à l'heure pour l'instant. On plaide la cause de l'accident et on avance. Oui, même si on sait que Lille était supérieur, mais bon, après, ce match-là, il a été perdu, et souvent, les sports, la qualité d'un sportif ou d'un champion, c'est savoir rebondir, et le plus vite possible. Donc, le plus vite possible, c'est Nantes. Donc, je me répète encore une fois, un peu méthode Coué, mais c'est souvent ce qui marche. Et on aura oublié un petit peu cet accident de parcours. Bon, Norman, demain tu endosses le costume de coach. Qu'est-ce que tu dis aux joueurs dans le vestiaire? Mais je dis une partie de ce qu'a dit Francaise après le match sur Téléfoot, je le trouve très serein dans son analyse et dans ses réactions. Il s'emporte peu, etc. Alors, ça, je pense que c'est plutôt bien pour les joueurs aussi. Il a une analyse très lucide. Si on sort le contexte de Lille, qui pour nous est très important, parce que c'est symbolique, c'est le derby, ça fait des années qu'on n'a pas gagné, 15 ans je crois, qu'on n'a pas gagné. Si on sort ça, demain, imaginez qu'on ait pris 4-0 au PSG, on revient, je pense que personne n'est inquiet de la suite parce qu'on a joué une équipe largement au-dessus de nous, qui est loin du niveau de Lens aujourd'hui. Le plus important sera de reprendre le travail, de garder ce qui a été positif, et Dieu sait qu'il y en a. Moi je disais, ça fait 13 ans ou 14 ans qu'on n'a pas vu du foot comme ça à Lens. C'est-à-dire que pour moi c'est Gillot le dernier qui a fait jouer l'équipe de cette manière-là. Donc depuis 2007, on n'a pas vu du football comme ça. Il faut garder ça. On a une structure qui est bonne, on a des joueurs qui sont bons. Il faut garder ça. Nantes est un peu plus accessible que Lille ou Paris, même si ce ne sera pas facile. Hein, mais pour moi, il y a matière voilà, il n'y a pas de panique à avoir. Après, effectivement, si on enchaîne 2-3 mauvais résultats, parce qu'on va Marseille derrière, ça ne va pas être simple non plus. Donc il faut se rassurer contre Nantes et ensuite repartir de l'avant. Alors effectivement, pas de panique. Aujourd'hui, Lens est toujours 5e. 10 points d'avance sur le premier relégable. C'est plutôt pas mal. 7 matchs, 13 points. Sam, certains diraient il n'y a rien qui va mal. Alors certains diraient il n'y a rien qui va mal, mais on pourrait dire également que dès le match de dimanche, il faut remettre l'église au milieu du village. Je veux dire, Lens, c'est une équipe qui est invaincue sur les 3 premiers matchs à Bollaert, donc il y a vraiment eu des très belles prestations. Et effectivement, moi je rejoins complètement ce que dit Chérif. En fait, l'idée c'est que quand on est sportif de haut niveau, mais c'est valable pour la vie également, on se prend des mandales, on tombe, et en fait l'idée c'est de savoir comment on réagit. Quelle réponse on apporte, et voilà, donc l'idée c'est de remettre les ingrédients, de se remettre en marche, et c'est comme ça que les résultats vont arriver, et je pense qu'on peut faire confiance à Francaise et à son groupe pour, alors on va pas dire gagner, évidemment ça dépend également de l'adversaire, mais au moins se remettre dans une idée d'être conquérant et de vouloir dominer son adversaire. Là on rentrera plus maintenant dans le domaine mental. Maintenant, oui. Ça va être une réaction plus que footballistique entre guillemets. Donc, c'est montrer la capacité de réaction, la capacité à rebondir, à essayer d'effacer ça. Et ça sera mentalement que Lens pourra se remettre sur les bons rails. Ouais, il y a une toute petite partie footballistique, si je me permets. Il va falloir gérer les absences. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les 2 cartons rouges. Ganago est encore out pour entre 2 et 4 semaines.
Ça fait beaucoup de monde absent sur le terrain et des titulaires aujourd'hui indiscutables. On parlait tout à l'heure de la profondeur du banc. Il va falloir gérer ça aussi. Hein. Voilà, peut-être pour les absents. Donc, Klos peut toujours être là. Oui, il y a Klos. Voilà, mais c'est Ganago qui, pour l'instant, va... Alors, le petit Parisien fait une belle rentrée hier, on en parlait tout à l'heure. Oui. Il a un profil un peu similaire à Ganago, à prendre de la profondeur, très technique. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça peut faire le job. Oui, on espère pour lui surtout qu'il va marquer, mais c'est vrai que Ganago, il avait emmagasiné de la confiance. Il permettait aussi, c'est quelqu'un qui harcèle aussi les défenseurs, qui est généreux dans l'effort, d'ailleurs comme sur les buts qu'il a marqués où il oblige l'adversaire à la faute. C'est un joueur qui étire les lignes adverses et après les partenaires aussi peuvent en profiter. Il a vraiment fait un très bon début de saison, et son absence peut être très préjudiciable. Ça se ressent, tu penses, dans le groupe au niveau des joueurs, perdre un joueur qui est comme ça, qui marque beaucoup de buts, qui influence beaucoup le jeu, ou alors finalement les gars s'habituent à jouer entre eux et puis c'est un joueur qui sort, c'est un autre qui rentre? À un moment donné, ça joue quand même sur le moral des troupes quand vous sentez que vous avez un joueur qui est performant, qui semble s'éclater depuis qu'il est ici, donc ça rassure aussi un petit peu. Après, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance aux autres joueurs, donc ils vont arriver, ils vont devoir faire un petit peu leur preuve entre guillemets, mais là, les joueurs ont besoin de se raccrocher souvent. Tous les clubs ont en général un buteur sur qui ils savent qu'ils peuvent compter, même s'ils savent que les autres peuvent marquer, mais Ganago semblait en prendre le chemin. Et que c'est dur d'avoir un buteur dans une équipe. Hein. Très dur. Une matière très précieuse dans une équipe de football. Mais surtout à Lens, ici, où il y en a historiquement très peu. C'est-à-dire que c'est très rare ici à Lens qu'il y ait des attaquants qui terminent à 15 buts ou plus. Donc voilà, on espère que Ganago va revenir relativement rapidement. Mais c'est vrai que Kalimundo, sur on va dire les 2 occasions et demie qu'il a pu avoir, a montré de belles promesses. Alors, je vous propose qu'on referme tout de suite cette page du derby. On va vite l'oublier, comme a dit Chérif. Hop, on met ça derrière, on se donne rendez-vous au mois de mai pour la revanche. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité du Racing. C'est tombé la semaine dernière, on a été habitué à une jauge à 5000 personnes à Bollard. Et là, on va encore baisser. Tout à l'heure, on parlait de passion, de ferveur autour de ce club, l'envie d'aller voir des matchs. Là, finalement, on a l'impression d'avoir des matchs d'entraînement quand c'est à huis clos. C'est terrible, non? Ouais, c'est vraiment terrible. Et puis, c'est vrai qu'il n'y a pas de chance un petit peu à Lens, entre guillemets, parce que la dernière fois que Lens était en Ligue 1, ça devait aller à Amiens, et maintenant qu'on peut rejouer à Bollard, maintenant c'est la jauge. Donc c'est vrai que les supporters peuvent s'estimer frustrés, quoi. Norman? Mais c'est un crève-cœur. Hein. Déjà, la jauge à 5000, c'est un crève-cœur. Il faut savoir qu'on a près de 22 000 abonnés, donc il y a des choix à faire à chaque match. Donc de dire telle personne a le droit d'aller voir le match, telle personne n'a pas le droit, donc c'est compliqué. Et ensuite, le point positif, moi j'ai trouvé que pour les jauges à 5000, il y avait quand même de l'ambiance. C'est-à-dire qu'on retrouvait quand même un peu d'ambiance, cette envie, et on sent, quelles que soient les tribunes qui étaient invitées au match, on sent que les gens attendent qu'une chose, c'est de vibrer, de chanter, de crier. Donc il y avait quand même cette ferveur qui était là, mais à 5000, et le stade fait 40 000, donc ça fait vide. Là, demain, 1000, 1000, autant vous dire que c'est vide. Hein. C'est vide. Je sais toujours pas s'ils comptent encore le staff, les journalistes, les stadiers, etc. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut s'attendre à avoir 700-800 personnes. Ouais, c'est ça, c'est 1000 en tout. Hein. Donc, 1000... je ne sais pas quoi dire tellement. Toi qui as l'habitude de commenter les matchs, il y a toujours cette ambiance à côté, cette ambiance qui fait que tu es dedans, que tu commandes, que tu fais vivre des émotions. Là, sans ambiance, comment tu fais? En fait, ce qui s'est passé, je sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais hier, en fait, il y avait une bande son. Ouais. Alors, c'était dans le stade ou à la télé? C'était dans le stade. C'était dans le stade. C'était les diffuseurs télé. Alors, les diffuseurs télé, c'était le cas également pour la Ligue des Champions. Oui. Ils mettent effectivement une bande son. On entend des supporters, mais là, on l'entendait également dans le stade. Donc, on va dire d'un point de vue auditif, on entend des encouragements. Après, bien sûr que Lens, quand on pense à Lens, on pense aux couleurs, on pense au public, etc. Donc là, ça manque. Mais encore une fois, il se trouve que lors des 3 premiers matchs avec seulement 5000 spectateurs, les joueurs ont fait le job et même plus que ça. Donc on peut leur faire confiance. Alors évidemment, il y a cette déception, cette frustration de ne pas pouvoir assister au match. Mais quand même, quand l'équipe joue bien, ça reste un plaisir de le constater, au moins devant la télé.
Et puis Muriel, je pense à toi, t'attendais le retour de Lens en Ligue 1 parce qu'il y a ton café chez Muriel que tout le monde connaît. Forcément, on sait que quand il y a des matchs, quand il y a du monde, bah c'est bien, le café tourne aussi. Et t'attendais ce retour en Ligue 1 en disant ouais, il va y avoir un plus. Et bing, comment tu vis ça? Catastrophe. Ouais, j'imagine. Mais c'est un lieu de vie aussi, c'est là où les supporters viennent avant, après les matchs. Et On peut ça rien nous manque faire, aussi. Bah ouais, ça manque à tout le monde, même moi ça me manque. Mais bon, on ne peut rien faire, c'est la maladie. Bon, après, il faut se protéger nous-mêmes. Et puis bon, si bien le match, on le vit autrement. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On accumule les frustrations. Moi, je me rappelle très bien de l'annonce de la montée en Ligue 1 que j'ai apprise. Moi, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais en réunion téléphonique pour le boulot et j'ai reçu des dizaines de SMS et je comprenais pas ce qui se passait. Et à tel point qu'on s'est appelé le soir entre groupes d'amis par Facebook. Et on pleurait en disant mais ça y est, on y est, on est en Ligue 1, etc. Mais on n'a pas pu le vivre on rêvait tous que d'une chose, c'est de prendre sa voiture, venir à Lens. Il n'y avait pas le partage. Toute la nuit, quoi. Ensuite, il y a eu ça, il y a eu les premiers matchs à Bollard qui ont été en jauge réduite. Et c'est la vie tout autour du stade, donc dans les cafés. C'est-à-dire qu'avant les matchs, moi je vais très souvent chez Muriel boire un coup, on croise toujours les copains, des dizaines de gens, et il y a du monde sur le trottoir. C'est un moment social, convivial, festif, on retrouve des gens. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Quand je suis venu moi, voir Lens Paris, on se gare, il n'y a rien, il y a de la place sur le parking de Bollard. à 10 minutes du match. Donc voilà, donc c'est hyper frustrant. Et au-delà de Muriel, c'est surtout pour notre ville aussi qui se faisait un plaisir de réaccueillir la Ligue 1 à Lens, intramuros, par rapport à Amiens. Donc c'est tous les commerçants, que ce soit du boulevard Basely ou autre. Et quand il y a 30 000, 40 000 personnes, bah, en général, ils arrivent bien avant. Et ça fait de l'animation dans nos rues ou au centre-ville et tout ça. Et c'est tout ça aussi qui manque cruellement dans notre ville. Et puis dans l'effectif, de nouveau pour revenir sur le banc, sur le nombre de joueurs à disposition, on sait qu'il y a 2 joueurs qui sont de nouveau touchés, 2 nouveaux cas contacts, 2 nouveaux joueurs qu'on ne peut pas utiliser. Ça commence à faire beaucoup et on se demande aussi à un moment comment cette saison va se terminer. Sam. De toute façon, pardon de reprendre une formule éculée, mais là pour le coup c'est vraiment match après match. C'est-à-dire jusqu'à H-24, on peut jamais vraiment être sûr de la composition, de la liste des 20. Donc on avance journée après journée en essayant de maximiser les potentiels de chacun. Et puis après, advienne que pourra avec ces fameux tests PCR qui sont réalisés avant les matchs. Voilà, mais là c'est pareil pour tout le monde. Donc c'est vrai que là, on en revient à ce que tu disais, Norman, sur la profondeur de banc. Alors que quand on a un effectif de 20 ou 25 joueurs confirmés, c'est quand même plus confortable que quand on a un 11 type qui se dessine très clairement. Chérif, comment on fait quand on est technicien et qu'on est confronté à ces choix de dernière minute? Mais d'habitude, c'est une blessure, ça peut arriver, c'est un coup de temps en temps. Mais là, on sait que les tests Covid, ça peut être toutes les semaines. Bah oui, parce que l'entraîneur il doit être très frustré. Et puis, en plus, il ne peut jamais se projeter. Car à chaque coup, il peut toujours y avoir quelque chose, une dernière minute. Après, quand on sait un suspendu, on sait qu'il est suspendu, on peut préparer son équipe ou de la gestion d'effectifs, comme par exemple, on a vu hier Christophe Galtier, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, une fois le résultat acquis, il a un match de Coupe d'Europe, il peut commencer à sortir des joueurs comme André et tout ça, donc il va préparer son match de Coupe d'Europe, tandis que pour Francaise, il n'a pas, l'effectif du PSG. En plus, il doit encore y avoir des cas de Covid. C'est vraiment frustrant. Ça doit être la frustration qui doit dominer le plus pour lui. Comme disait Sam à ce niveau-là, la suite au prochain épisode. On va voir qui va être là, qui ne va pas être présent. On va tout de suite passer à notre quiz. Et juste avant ça, on va passer un petit coup de fil parce que vous l'avez vu, Thomas n'est pas là ce soir. Je le remplace. Thomas n'est pas là tout simplement. On parlait de Covid parce qu'il est cas contact et donc on évite de le mettre autour de la table. Mais on pense à lui et on va l'appeler pour faire ce petit quiz. Alors on va voir, est-ce que Thomas est parmi nous? Ça sonne. On va lui faire croire que c'est la valise RTL, ça. C'est fini la valise RTL. Allô Thomas. Allô. Thomas. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? C'est timidement. Soirée pas folle. Mais j'ai entendu votre analyse du match, c'était une très bonne analyse. Moi j'en ai une autre, je pense que l'équipe de Lille a été poussée comme jamais par son public, elle avait jamais connu ça, donc la bande son les a transcendés parce que
C'est un contexte tout à fait inhabituel et c'est à cause de ça qu'on a perdu. C'est uniquement à cause de ça. Bon, écoute, on voit que t'as pas perdu ton humour, c'est déjà un très très bon point. Et là, on va te proposer de te requinquer en jouant à notre quiz. C'est ce fameux quiz que tu as lancé et qui marche très très bien. Alors, je vais vous proposer de retrouver un 11 de départ lors de la dernière victoire du Racing Club de Lens contre le LOSC. Parce que oui, on a déjà battu le LOSC. Mais on l'a fait la semaine dernière, ça va pas arriver. Non, 4-2. non, c'était c'était en championnat, mais je ne parle Ah absolument oui, pas de la Coupe de celle-là. la Ligue. Je parle de la victoire en Coupe de la Ligue à Amiens. Ouais, 4-2. C'était en septembre 2007. Alors Sam, comme tu as souri, eh bien tu vas être le premier à devoir te lancer. Alors, c'est le 11 type. C'est Le ça. 11 de départ. Je me souviens du buteur, donc je vais le tenter en espérant qu'il était titulaire, Luigi Pieroni. Effectivement, il a marqué quasiment d'entrée de jeu à la 9e minute. On passe maintenant à Norman. Grand moment de solitude. 2007. On va tenter Carrière. Éric Carrière était titulaire, c'était même le capitaine de cette équipe avec le numéro 10. Muriel, à toi. Ziani, non Ziani. Ah non. Ah, il était après, il est arrivé en. Ouais. Loupé. Je pense que c'était la triste année 2007-2008, l'année de la descente, Ouais. donc C'était ça celle-là. devait être Rounieux dans le but. Et c'est une erreur. Ah oui, c'était Ah oui, Ah. c'était Ronan Lecrom dans les dans le buts. Chrome, donc qui devait jouer les matchs de Coupe de la C'est Ligue. ça. Donc voilà. C'est bien ça. D'ailleurs, c'était lui qui avait joué la finale de la Coupe de la Ligue contre PSG. Voilà. Exactement. Autant pour moi. Alors maintenant, on demande à Thomas. On espère qu'il triche pas, Thomas, qu'il va pas sur. Bonsoir, non, je triche pas. Je vais dire Kanga à Calais. Kanga Calais, eh bien, malheureusement, il n'était pas sur le terrain. Je n'aurais pas été très long dans cette émission, hein, on le remarque. Je vais tenter. Allez, juste pour le kiff, Fabien Laurenti. Eh bien, Fabien Laurenti était titulaire. Ça me fait plaisir. Et là, il se sent seul désormais. Il a la pression sur les épaules. Je dirais, Norman. Monterrubio. Olivier Monterrubio était là. Ouh là là, ça se resserre. Ah, il avait mis Calais et Monterrubio. Samuel. Je vais tenter. Ce qui veut, ouais, donc à Calais, il devait jouer à droite. Je vais tenter Koulibaly. Hilton. Hilton Koulibaly. Eh bien non, Hilton n'était pas. Alors attention, la balle de match pour On Norman. va rester dans les joueurs qui ont marqué les esprits après Laurenti. Je tenterai Marco Ramos. Eh bien Marco Ramos était présent. C'est une Bien joué, victoire Norman. de Norman Noisette. Bravo, félicitations. On peut l'applaudir. Alors pour l'équipe, c'était Ronan Lecrom dans les buts. Il y avait Milan Bisevac, Ah oui. Marco Ramos, Adama Koulibaly, Fabien Laurenti, Julien Sablé, Nenad Kovacevic, Olivier Monterrubio, Éric Carrière et Harouna Dindan. Ah oui. Eh bien écoutez, je vous propose de siffler la mi-temps, on passe un petit coup à la buvette, on se retrouve dans quelques instants et surtout on fait encore signe à Thomas, on lui souhaite un prompt rétablissement et Thomas, reviens-nous très vite, on t'attend dès lundi. À bientôt, Thomas. Salut Thomas. Merci, salut Ciao, les amis, ciao. bonne émission. Merci, et nous on se retrouve tout de suite, petite coupure et d'ici 2-3 minutes on se retrouve pour la seconde période de Culture Sang et Or.
Et nous voilà de retour pour la deuxième période de Culture Sang et Or, édition numéro 7. Cette fois-ci, on va parler de notre invité, Chérif Loudjani, qui est juste là. Et alors, Chérif, si tu me permets, tout à l'heure, on a parlé de deux légendes, ton père et toi, pour te présenter. J'aimerais qu'on parle d'abord un petit peu de ton papa, meilleur buteur de l'histoire du Racing Club de Lens, avec ses 93 buts. Championnat, ouais, après avec les coupes, les Coupe de France ou la Coupe d'Arago, qui était un peu l'ancêtre de la Coupe de la Ligue, il avait dépassé la barre des 100. C'est ça, 118 selon ouais, les dans chiffres. ces eaux-là, voilà. Une Il a fois été la coupe- 6 fois meilleur buteur du club, donc du club de Lens, et il a été aussi meilleur buteur du championnat. Meilleur buteur En du championnat, 64, ouais, c'est avec ça, 30 avec buts. 30 buts marqués. Ouais. Il a gagné 3 fois la Coupe d'Arago, effectivement, ancienne Coupe de la Ligue, une fois la Coupe de l'Amitié, et aujourd'hui c'est un nom qui reste à jamais gravé dans l'histoire de ce club. Bah oui, donc j'en suis fier. Donc voilà, de laisser une trace dans l'histoire d'un très grand club français, parce qu'il faut le dire aussi. Et donc voilà, j'en suis particulièrement fier. Et tu disais tout à l'heure en préambule de l'émission que tu l'avais suivi un peu partout et que Bollard en fait c'était un peu ta maison, forcément. Ah oui, bah moi je suis né ici. Bon, je l'ai su le jour de mon mariage, où c'est Monsieur Delélis qui me l'avait dit, où j'étais pour l'instant encore l'un des seuls joueurs qui a joué en Ligue 1 à Lens et qui est né à Lens intramuros, donc route de la Bassée, en espérant qu'il y en aura d'autres à venir. Et mon premier match, je m'en rappelle comme si c'était hier, donc j'avais 7-8 ans et c'était la demi-finale de la Coupe de France Lens-Bastia. Donc le fameux match Lens-Bastia où ils avaient perdu 3-0 à l'aller et 2-0 au retour, il y avait un boucan pas possible, j'étais dans les jupes à mon père, donc je le suivais partout et après, comme je le disais tout à l'heure, entre 9 ans et 13 ans, j'ai fait tous les matchs ramasseurs de balles, dont les fameux matchs contre Lazio de Rome, Malmö, ou les Allemands de l'Est, là, comment que c'était Magdebourg, ouais, je le cherchais, Magdebourg, donc tout ça c'est des bons souvenirs, donc j'étais baigné là-dedans, et donc voilà. Et alors toi, tu sais pourquoi Lens a perdu la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne? Tu as ta théorie. Oui, j'ai ma théorie. Peux-tu nous la raconter? Oui, j'ai ma théorie. Donc, avec mon père, il était au club et tout, donc j'avais suivi tous les matchs où je venais, même avec mon père, notamment, ils avaient gagné contre Orléans en 32e de finale, ou la demi-finale, Lens-Reims, où j'y étais, mais la finale, ils n'ont pas eu le droit de m'emmener. Donc il y avait sûrement le protocole, tout ça. Ben voilà, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Et voilà, sans la mascotte porte-bonheur. Voilà, j'étais un petit peu ma mascotte, j'avais le fameux bonnet rouge et jaune, là, rayé comme ça, tout le monde en avait, même pour aller à l'école. Et donc voilà, bah, c'est mes souvenirs d'enfance, puis après d'adolescence, et puis après de jeunes professionnels ici voilà, à Lens, quoi. Donc je suis vraiment d'ici et c'est une partie de ma vie. Et puis dans l'ADN, dans les gènes de la famille, il y a ce côté buteur que tu as hérité de ton père, parce que tu as aussi été buteur à Lens. Oui, ouais, j'ai regardé, je suis 10e buteur de l'histoire, avec 39 buts. Donc voilà, mon père c'est le premier, moi je suis le 10e je crois. Donc voilà, donc être dans le top 10 des buteurs de l'histoire de Lens, en championnat je parle. Hein. Je parle en championnat où j'ai fait 101 matchs et 39 buts. Donc ça fait... c'est un super ratio, ça. C'est un très bon ratio. Ah bah oui. Non. C'est ça, 39 buts en Ligue 1, première division 1, comme on disait à l'époque, et 101 matchs. Donc voilà, avant d'aller après ailleurs. Mais oui, je suis surtout content d'avoir pu faire comme mon père, donc mettre moins de buts que lui, mais en avoir mis quand même. Donc voilà. Et alors, ton style de jeu, t'étais quel type d'attaquant? Mais j'étais carrément l'opposé de mon père. Mon père, c'était un fonceur, quelqu'un de très rapide, qui fonçait. Moi, tout le monde voulait que je joue comme mon père un petit peu. Moi, j'étais moins mobile. J'étais plus un pivot. Voilà, comme les joueurs de l'époque, comme le regretté Stéphane Paille ou comme Giroud. Voilà, donc ça veut dire que c'était pas... ce qui allait affoler les foules, donc je n'étais pas un joueur très rapide, j'étais un joueur plutôt bon dans le placement, bon dans la remise, dans le duel, tout ça, donc un pivot. Plus Sotoka que Ganago donc.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, sur qui on pouvait s'appuyer. Bon remiseur, bon joueur de tête, bon placement. Mais bon, par contre, c'est sûr que j'allais pas prendre le ballon et faire un sprint de 60 mètres pour aller marquer un but. Donc, j'étais plutôt dans ce registre-là, alors que mon père, c'était tout le contraire. C'était un JPP, quoi. Voilà. Muriel, j'imagine qu'avoir Sheriff juste à côté de toi, ça te rappelle plein de souvenirs. Ah, les années 83, Ouais, 83, il y avait 8 et là. Ouais, c'est ça, jusqu'à 89, 90. Alors, quel souvenir tu as de Sheriff sur le terrain? S'il y a une chose qui t'a marqué, peut-être un de ses buts. Moi j'étais petite, donc j'avais déjà vu son papa, avec Arnold Sovinski et tout ça, dans les années 62. Il y a longtemps que je vis à Bollard, depuis 63, donc j'ai connu la génération, les frères Lèche. Georges Lèche, Bernard Lèche, c'est les premiers joueurs que j'ai pu dire leur nom, quoi, que je reconnaissais sur le terrain. Il y avait Ahmed, mon père qui adorait Ahmed. Et nous, avant, au stade, on se réunissait tous ensemble dans l'ancien stade. C'était le temps des houillères, avec Coudard, tout ça. Donc moi, l'époque-là, j'ai des grands souvenirs. Ça a été mes plus belles années. Hein. À ce point-là, les plus belles années? Tout petit, tout ça. Puis j'étais avec mon papa, quoi. Voilà, quelque part, c'est ça, c'est le RC Lens a accompagné des générations de personnes, ça rappelle leur enfance, leur adolescence, voilà, et le club accompagne des tranches de vie. On a failli disparaître du temps de votre papa. Oui, je me rappelle, il m'avait expliqué. On faisait des troncs, parce que nous on tenait un commerce chez Esposti, tout ça. Puis il y avait des troncs pour sauver notre Racing. Puis là, on a eu Monsieur Delisle qui a sauvé le club, quand les houillères ont décidé d'arrêter le professionnalisme et tout, donc Lens aurait bien pu se casser la figure et rentrer dans le rang. Et donc, Monsieur Delisle a vachement aidé le Racing Club de Lens. Et donc, après, en aidant aussi... en faisant sortir de terre ce stade qui a permis d'avoir la Coupe du Monde 98, puis après la Coupe du Monde de rugby, l'Euro, voilà, donc qui fait que maintenant on lance un superbe outil, mais s'il n'y avait pas eu à la base Monsieur Delisle, paix à son âme, dans les années, début des années 70 pour accompagner le club après le retrait des houillères, peut-être qu'il n'en serait pas là. Alors, tu as connu des très belles années à Lens. Tu t'es un petit peu égaré à un moment de ta carrière en allant dans un autre club régional, mais voilà, ça fait partie de la vie. Oui, égaré. Mais tu as aussi, un moment d'égarement. Voilà. Tu as aussi vécu un super moment qui, à mon avis, dans ta carrière a peut-être été le summum. C'est que tu as gagné la Coupe d'Afrique des Nations, le premier trophée de l'Algérie, et en plus, c'est toi qui marques. Oui, c'est ça, exact. C'était en 90. Donc on avait gagné en finale contre le Nigeria. À l'époque, c'était le début de la grande équipe du Nigeria avec les Jeje Okocha, Yekini, Amokachi, Stephen Keshi, paix à son âme, qui joue à Strasbourg aussi, où ils avaient la grosse génération qui après a gagné les Jeux Olympiques en 96 avec la Coupe du Monde. Donc c'était le premier titre, donc 1-0. Donc en plus, quand on marque le but, on s'en rappelle. Et ça a duré très longtemps en plus avant qu'il ne redevienne champion d'Afrique l'année dernière en Égypte. Donc au moins j'ai pu participer à l'histoire un petit peu du football d'Algérie. Et puis un match, j'ai vu le chiffre, j'ai halluciné, devant 100 000 personnes. Oui, c'est ça. Donc le stade était archi comble et je raconte toujours cette anecdote un petit peu où moi ce qui m'avait marqué c'est quand on était les équipes avant les hymnes nationaux, donc il y avait tellement un boucan qu'à un moment donné je lève la tête au ciel et on voit il y a un gros hélicoptère et l'hélicoptère ça fait du bruit et on n'entendait pas. on n'entendait pas, donc on voyait un hélicoptère et ce qui m'avait marqué, c'était un hélicoptère silencieux. Alors soit il était silencieux, mais je pense qu'il était plutôt couvert par le bruit. Alors on imagine un Bollard à 100 000 personnes, le bruit que ça doit faire. Ça doit pas être mal. Hein. Ah oui, donc déjà Bollard est un stade bien fait, donc avec des tribunes qui gardent un petit peu l'acoustique aussi. Donc voilà. Bon. Et puis dans la famille Oudjani, ça se poursuit, puisqu'il y a un prénom qui commence à ressortir, le prénom de Adam. Alors là, j'imagine que c'est Sam qui va s'y coller et qui va poser la question.
Parce que tout à l'heure déjà il en parlait en dehors. Bah, Adam, c'est vrai que c'est un joueur dont on entend parler depuis quelques saisons, qui a effectué une partie de la préparation avec l'équipe première. Hein, on n'a pas beaucoup parlé d'Ismaël Boura et de David Pereira da Costa. Alors, simplement, bon, pour l'instant, évidemment, il est plus dans l'équipe de Johan Demont, hein, qu'on a eu la chance d'avoir la semaine dernière. Est-ce que simplement, Chérif, tu peux nous dire quel profil il a, Adam? Je pense qu'il est plus reculé que les deux glorieux aînés, mais est-ce que tu peux nous le présenter? Non, c'est pas un buteur type. C'est pas un buteur type. C'est plus un joueur créatif qui est capable, qui a de bonnes qualités techniques et de sens du jeu, donc qui est plus dans la création offensive, qui peut jouer un peu à tous les postes offensifs ou d'attaquant ou sur un côté selon ce que veut l'entraîneur. Donc il n'est pas vraiment un buteur type comme pouvait l'être son grand-père, ou même s'il est capable de marquer des buts, hein, mais ça sera pas le joueur qu'on va retrouver dans les meilleurs buteurs à 25 buts, mais bon, plus dans la passe décisive, plus dans la création offensive. Ouais. Comme capitaine. Voilà. Ouais. Donc, on le présente beaucoup comme un 10 à l'ancienne. Oui, 10 à l'ancienne, milieu offensif. Maintenant, il y a différentes terminologies. Hein, donc, mais bon, un joueur offensif capable de créer, de jouer dans des petits espaces parce qu'il a aussi des qualités techniques. Après, bon, maintenant, il poursuit sa progression. Il a commencé à Lens. À l'époque, ils avaient gagné la Coupe du Monde des Danone, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Danone Cup, ouais, voilà. Donc, et après, bon, il poursuit sa formation de manière linéaire. Donc, les 15 ans, 16 ans, maintenant, il est dans l'antichambre, il est avec la CFA. Donc, il faut laisser poursuivre les choses. Et donc, mais c'est vrai qu'un troisième, ça serait vraiment très original. Tu le suis particulièrement? Tu le conseilles? Non, après, les bons joueurs se forment. Bien sûr, ils ont des formateurs, ils se forment un petit peu tout seuls, entre guillemets. Donc après, bien sûr, bon, s'il a besoin de conseils, on lui donne. Donc voilà, mais c'est surtout maintenant, je suis dans le recrutement depuis 12 ans. Et surtout avec les jeunes joueurs, c'est des fois ne pas griller les étapes. C'est surtout ne pas griller les étapes. On a vu beaucoup de joueurs, ce qu'on appelle un peu dans le jargon des météorites, ils commencent vite et ils terminent vite. Et ce que je vous disais tout à l'heure au sujet de, si vous regardez bien l'équipe de France à l'Euro 2016 ou même champion du monde 2018, les N'Golo Kanté, où c'était à 19 ans, 20 ans, 21 ans, c'était à Boulogne, les Koscielny, les Giroud qui ont dû passer par la porte de derrière, les Jallet, tout ça, c'était pas des joueurs qui étaient à 16-17 ans et qui ont commencé vite avec ce que ça peut les griller un petit peu, entre guillemets, psychologiquement surtout. Et donc voilà, faut laisser le temps. Après, il y a des précoces, comme des Mbappé, des Fati, le joueur de Barcelone. Après, il y a des joueurs un peu plus tardifs. Et après, il y a des joueurs qui sont un petit peu entre deux. Chacun a une maturation différente. Et donc, il faut lui laisser le temps d'arriver à son rythme. On a toute confiance, en tout cas, avec l'encadrement qu'il a, avec toi, avec ton frère Zahir, qui est donc son père. Je pense que là, niveau humilité, ça va le faire très très bien. Donc oui, il a des qualités. Maintenant, c'est à lui de passer aussi le cap, le dernier cap du professionnalisme. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et en parlant de cap, on va partir sur le prochain cap du RC Lens. C'est la réception du FC Nantes. Alors on va parler un petit peu de cet adversaire. Aujourd'hui, 15e, pas au milieu. 8 points en 7 matchs. 2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 10 encaissés. Voilà, c'est très très moyen. On a connu Nantes beaucoup mieux. C'est invaincu à domicile. Mais surtout, c'est qu'à l'extérieur, ça n'a pris que 1 point sur 12. C'est quand même très limite. C'est peut-être le bon adversaire pour le RC Lens se relancer. Norman, t'as pas entendu depuis un moment. Le bon adversaire, je sais pas, parce qu'une bête meurtrie est toujours difficile à jouer, et notamment Nantes, qui a quand même un effectif de qualité et qui restera pas, je pense, 15e à la fin de saison. Après, historiquement, Muriel le disait tout à l'heure, Nantes, c'est pas forcément une équipe qui nous réussit toujours. Mais vaut mieux prendre Nantes aujourd'hui que prendre une équipe comme Montpellier ou qui est en pleine bourre et qui avance vite. Ça peut être la bonne pioche si il reste avec 1 point pris à l'extérieur à l'issue du match.
Sam, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match? Comment tu le vois? Comment tu le perçois? Je veux dire, avant ce week-end, j'aurais été très confiant. Parce que j'avais vu les Nantais à Lille, un match que j'avais commenté pour RTL, et vraiment j'avais été très, très déçu. J'avais trouvé Christian Gourcuff sans originalité, ils avaient subi le match, ils n'avaient rien tenté, et je trouvais qu'offensivement c'était un petit peu le néant. Et puis j'ai regardé le match contre Brest, et ils ont fait un excellent match contre Brest. C'est un match qu'ils ont dominé. Victoire 3-1. Victoire 3-1. Les joueurs offensifs se sont libérés. Randall Colomboigny, donc international espoir, qui joue numéro 9, il m'a fait une forte impression. J'ai l'impression que l'équipe est en train de se structurer avec le regain de confiance qui est apporté par la victoire, alors que les joueurs lensois, eux, viennent de se prendre une claque. Je pense que ça peut niveler les valeurs. Et disons que je suis moins optimiste qu'il y a une petite semaine. Muriel, tu vas être positive, tu vois, j'imagine. Positive, ouais, je pense qu'on va gagner. Bon, si bien, c'est tout le mal que je leur souhaite, parce que maintenant, il faut rebondir. Quoi qu'il arrive, il faut rebondir, il ne faut pas s'enfoncer. Donc, il faut qu'ils gagnent. Mais je pense que ça sera dur, parce que Nantes, c'est une bête noire quand même. C'est une bête noire. Vous savez, j'ai fait énormément de déplacements. Nantes, pas facile. Mais il faut rebondir, il faut à tout prix gagner, il faut les 3 points. Bon, Shérif, t'es dans le vestiaire, t'es face aux joueurs, t'es coach, qu'est-ce que tu leur dis? De se lâcher, d'effacer Lille et puis de se consacrer à Nantes. Et Nantes, pour moi, il y a de la place. Je viens de passer 2 ans dans ce club-là, donc je le connais très bien de l'intérieur. Donc je connais un peu l'effectif. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de cet effectif? Les points forts, ils ont de la qualité offensive, ils ont des joueurs rapides qui peuvent être très dangereux. Attention à ces joueurs-là. Colomboigny, c'est un bon espoir qui avait commencé à Nantes quand j'y étais la première année. Donc après, avec Vaïd, c'était un petit peu compliqué pour lui. Donc son prêt à Boulogne lui a fait beaucoup de bien. Et donc là, maintenant, Christian Gourcuff le récupère, lui fait confiance. Mais au-delà de Colomboigny, ils ont des joueurs comme Moses Simon, comme Bamba, qui sont des joueurs très rapides, qui sont capables de porter le danger, surtout en contre-attaque. Et après, des joueurs comme Blas et le Louza, qui sont des joueurs dominants techniques, qui sont très intéressants balle au pied et dans la créativité. Et c'est surtout ces joueurs-là qui pourront être dangereux pour le RC Lens. Mais pour moi, il y a de la place, parce que défensivement, c'est peut-être... il y a de la place pour les inquiéter. Dans le combat aussi, je pense que c'est une équipe qui est pas à l'aise quand il y a une grosse intensité qui est mise. Alors évidemment, les Lensois pourront pas s'appuyer sur leur public, mais je rejoins complètement ce qu'a dit Shérif, avec une équipe avec beaucoup de qualité offensive et puis une profondeur de banc offensive assez intéressante. Là où je pense qu'il y a moyen de les embêter, c'est dans le combat. C'est-à-dire que si ils sont pressés haut, si les joueurs lensois jouent dur, alors évidemment avec une bonne agressivité, ils n'aiment pas du tout ça. Donc je pense que c'est la voie à suivre. Alors, on sait qu'il va y avoir des suspendus. Concernant Clément Michin, Jonathan Klaus part logiquement pour le remplacer, et même titulaire traditionnellement. En défense centrale, quelle défense centrale vous voyez du RC Lens? Norman. C'est compliqué. On a vu un Rado hier un peu débordé sur toutes les actions. Alors après, il manque beaucoup de rythme. Et effectivement, la compétition manque énormément. Et tu le disais tout à l'heure, c'est un joueur qui est beaucoup dans le combat, dans le rythme, et il a besoin de ça. Fortes, il a été, on va dire, moyen, pour être gentil, quand il a remplacé. Il a remplacé Grady et Badé. Voilà, donc c'est compliqué. Alors je ne sais pas du tout ce que fait Diallo aujourd'hui à l'entraînement, mais pour moi Rado, ça a été très très léger quand même hier à Lille. Ça a vite été débordé de tous côtés. Et il y a surtout un point hyper important que Franck Hayes maîtrise beaucoup mieux que nous, c'est l'entente. Quand on joue à 3 derrière, il faut qu'il y ait des vrais automatismes. On l'a vu hier sur le but, quand l'attaquant se retrouve aux 5 mètres face au but tout seul parce que les 3 ont été aspirés. Ça, c'est typiquement de l'entente à force de jouer ensemble, de savoir qui va se projeter vers l'avant, qui reste en retrait. Et là, je pense que Fortes a peut-être un point d'avance, puisqu'il a déjà joué avec le groupe, et que je pense qu'il est numéro 4 dans la liste de Franck Hayes. Parce que juste avant de vous relaisser la parole, Medina est censé revenir. Si les tests PCR
C'est Grady qui sera absent. Donc voilà, a priori, Franck Hez pourrait s'appuyer sur Medina et Badé. Donc la question, c'est qui va remplacer Jonathan Grady. Steven Fortes l'a déjà fait, effectivement, c'était pas extraordinaire, mais voilà, je pense que c'est un joueur qui, comme les deux autres, c'est-à-dire Diallo et Radovanovic, va s'améliorer en jouant. Et puis l'une des autres clés, ça va être quel duo d'attaque, lequel va-t-on former? Parce que depuis que Ganago n'est plus là, c'est un petit peu plus compliqué pour trouver la bonne formule. Oui, il a des attaquants à sa disposition. Après, ça sera le choix de l'entraîneur. Hein. Donc, il a numériquement, que ce soit Jean, Sotoka, il a encore Banza, il y a qui encore Kalimundo. Donc, il en a déjà 4. Donc, ça va être souvent, peut-être un entraîneur, quand il n'y en a pas un qui se dégage et tout. Donc, la semaine d'entraînement, lui, sera peut-être aussi très profitable, voire qui est dans une bonne dynamique, peut-être que lui, bon, je l'ai vu moins bien à l'entraînement, je pense qu'il va sur ces 4 joueurs-là, donc il a peut-être son idée en tête, mais des fois il peut peut-être être aussi influencé si quelqu'un il voit qu'il pète le feu à l'entraînement, donc peut-être le mettre et il confirmera sa semaine d'entraînement. On dit toujours, hein, comment on s'entraîne, on joue. Hein. Donc en général, s'il voit quelqu'un, il dort toute la semaine à l'entraînement, je ne pense pas qu'il sera tenté de le mettre le week-end. Donc en dehors de Ganago qui confirme qui s'est imposé comme un titulaire, il doit en avoir un autre qui doit se dégager et puis d'être le leader offensif de l'équipe. Après, je pense qu'on l'a vu clairement dans le système de jeu. Sotoka, je pense qu'il est indéboulonnable. Enfin, en tout cas, il a sa place aujourd'hui et il ne sera pas remis en cause. La vraie question, c'est que Sotoka est efficace quand à côté, il y a un joueur qui prend les profondeurs, qui étire les lignes, qui va faire le boulot. Parce que Sotoka a une faculté à fixer la défense et à libérer de l'espace. Donc, avec Jean, on a vu hier la limite. En première mi-temps, c'était complètement apathique. Non pas de la qualité de Jean, mais du système de jeu qui fait que Jean et Sotoka sont beaucoup trop proches dans le système de jeu. Donc ce sera pour moi ou un Banza, en fonction de ce qu'il est capable de faire à l'entraînement, parce qu'effectivement on n'y est pas. Donc dans les matchs c'était plus difficile depuis le début de saison, mais à l'entraînement il peut être très bon. Ou le petit Parisien qui peut être mis d'entrée. On a vu en deuxième mi-temps à Lille, la rentrée du petit Parisien a fait beaucoup de bien. Il a libéré des espaces. Avec Kakuta, ils se sont trouvés quand même une ou deux fois. Il a failli obtenir un penalty. Il a failli obtenir un penalty. Donc ça peut être la bonne pioche. Après, il est très jeune, il appartient pas à Lens. Donc c'est aussi un point à voir. Est-ce qu'on le met titulaire d'entrée? Après, est-ce que c'est pas l'occasion d'essayer Il y a du monde qui pousse derrière aussi, hein, chez les jeunes. Donc bon. Ouais. Mais après, donc là, ça va être un match à domicile par rapport à Lille où c'est à l'extérieur, donc on est censé peut-être avoir un peu plus d'espace et puis avoir moins de densité, tandis que là, ils vont théoriquement dominer, ils vont être plus souvent, je l'espère, dans le camp adverse. Donc, et s'il y a de la densité chez l'adversaire, avoir peut-être des joueurs qui sont peut-être capables de jouer entre les lignes, peut-être de décrocher ou de se placer, peut-être que quelqu'un comme Banza qui est capable de décrocher, capable de se retourner aussi, même s'il a du monde autour de lui, pourquoi pas. Maintenant, c'est encore une fois, ce n'est pas mon entraîneur, c'est Franck Hez. Hein. Alors, on a parlé de nos attaquants, ça tombe bien, parce que maintenant on va parler du nombre de buts, c'est le moment de faire les pronos pour clore un petit peu cette émission. Honneur aux dames. Muriel, pour ce match de dimanche entre le Racing Club de Lens et le FC Nantes, quel score? 1-0, ça me satisfait amplement. 1-0 pour le Racing Club de Lens. Shérif? 2-1. Parce que donc Nantes a quand même pris beaucoup de buts cette saison, alors que l'an dernier c'était plus imperméable. Je crois qu'ils ont déjà pris 10 buts. Ils encaissent souvent des buts et voilà, donc je pense qu'ils sont capables de mettre 2 buts. 2 buts. Norman? On va s'enflammer un peu. 3-2, parce que je vois effectivement la défense de Nantes qui est très prenable, mais la nôtre ne sera pas au top non plus à mon avis. Donc 3-2, ça me paraît envisageable. Du spectacle. Samuel? Je vais jouer le rabat-joie de service, mais je vous rassure, je suis bidon en pronostic. Je vais vous dire un partout. Aïe. Bon allez, je vais me mouiller un petit peu. Je vais dire aussi 2-1 pour le Racing Club de Lens. On signe comme ça? On signe tout de suite. Et ben on signe comme ça. Allez, il est l'heure de remercier tout le monde. Merci Samuel Duhamel de RTL d'être venu. Tout le plaisir était pour moi. En tant que consultant.
Norman Noisette, président de la Fédération Lens United, Merci. qui nous a accompagnés. Muriel Beaurepaire, Merci. café chez Muriel, n'hésitez pas, la petite pinte. Et puis notre expert, notre grand invité ce soir avec son analyse, c'était Chérif Foudjani. Merci beaucoup, Merci. Chérif. Merci à Et vous. puis merci à la Fédération Lens United de m'avoir sollicité pour cette émission. Et bien sûr, je souhaite à Thomas de revenir très très vite. Thomas, ta place t'attend pour lundi soir.